Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous. L'épisode de ce jour porte sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique dans un contexte où 6 des 9 limites planétaires ont été franchies. Quelles sont les 9 limites physiques de la Terre ? Quelles sont les conséquences du franchissement de ces limites ? Comment s'adapter aux effets de la dégradation des conditions de vie ? Enfin, quels sont les impacts pour les entreprises et les collectivités publiques ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Chaque jour, nous fêtons des millions d'anniversaires. Je me souviens, lorsque j'ai eu 10 ans, j'ai pris conscience que plus jamais je n'aurais 9 ans. Je venais de basculer dans la tranche des âges à 2 chiffres. La Terre, elle, accumule des points de bascule depuis quelques décennies. Chaque point de bascule dépassé nous mène un peu plus en terre inconnue. Les 9 points de bascule représentent les 9 limites physiques de la sphère bleue. Il s'agit, premièrement, du changement climatique ou plus concrètement de l'augmentation généralisée des températures. Ensuite, il s'agit du changement de l'usage des sols naturels, comme lorsqu'on y construit un centre commercial ou qu'on les transforme en champs de maïs. Notons toutefois que la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols en France, ne décompte pas encore les champs agricoles comme des champs artificialisés. Le troisième point de bascule est l'utilisation de l'eau douce. Seuls 3% de l'eau terrestre est considérée comme de l'eau douce. Nous en parlerons dans l'épisode dédié au cycle de l'eau. L'eau est l'un des piliers à l'aune duquel on peut réaliser des trajectoires d'adaptation pour les entreprises et les collectivités. Puis vient l'acidification des océans. Les océans absorbent environ 30% du dioxyde de carbone, CO2, que nous produisons. Ce rôle de puits de carbone de plus en plus intense du fait de l'augmentation du CO2 dans l'air fait baisser le pH de l'eau de mer. Le pH mesure l'acidité sur une échelle de 0 à 14. Une solution acide a un pH inférieur à 7, qui est la mesure d'une solution neutre, comme le sang humain par exemple, et une solution alcaline a un pH supérieur à 7. Avant la révolution industrielle, les océans étaient légèrement alcalins à 8,2 de pH. Aujourd'hui, ils sont à 8,1 de pH. Si cette différence vous semble infime, figurez-vous que cela signifie une acidification de 30% de plus depuis la période pré-industrielle. Cela perturbe les écosystèmes océaniques et pourrait priver les 3 milliards de personnes qui vivent des ressources océaniques de leurs moyens de subsistance. 5e limite planétaire, l'intégrité de la biosphère, soit de la diversité fonctionnelle et génétique de l'ensemble des écosystèmes. 6e limite, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Il est en effet important de préserver l'ensemble du vivant et de stopper l'introduction sur la planète des créations chimiques que la Terre ne sait pas biodégrader. À titre d'exemple, on peut citer le caoutchouc ou le plastique comme substance non biodégradable. 7e limite, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. L'ozone est une couche atmosphérique qui filtre suffisamment les rayons du soleil pour qu'il soit supportable sur Terre. L'amincissement de la couche d'ozone peut atteindre jusqu'à moins 50% à la fin de l'hiver dans les régions polaires. Les substances en cause de cet appauvrissement de l'ozone sont les gaz fluorés, encore appelés CFC ou chlorofluorocarbures, ou HCFC, hydrochlorofluorocarbures, que nous avons créés notamment pour les systèmes réfrigérants et de climatisation. Le 8e point de bascule concerne justement l'augmentation des aérosols, un autre gaz fluoré, dans l'atmosphère. Et enfin, 9e point de bascule, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Arrêtons-nous un instant sur ces notions. L'azote et le phosphore sont 2 composants essentiels pour les rendements agricoles. Ils rentrent donc dans la composition des engrais chimiques. Le phosphore est une ressource épuisable issue des minerais. L'azote, quant à lui,
représente 78% de l'atmosphère. Le processus naturel de transformation de l'azote en ressource pour les végétaux se fait grâce aux bactéries dénitrifiantes. Ce processus étant trop lent pour certains, de l'azote artificiel ou réactif a été créé et donné directement aux plantes sous forme d'engrais. Les bactéries dénitrifiantes ont ainsi accéléré la cadence pour transformer ce surplus d'azote. Or, du fait de cette suractivité, ces bactéries dénitrifiantes rejettent du protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre qui est 300 fois plus réchauffant que le CO2 ou dioxyde de carbone. Voyons maintenant quels sont les effets du franchissement des points de bascule terrestres. Le dépérissement de la forêt amazonienne, de la forêt boréale, des massifs coralliens, la fonte du pergélisol et des calottes glaciaires, tels sont les effets aujourd'hui visibles du dépassement des points de bascule. 4 limites sur 9 étaient dépassées en 2015 et en 2003, on décomptait 6 limites planétaires sur 9 dépassées. Alors il faut faire avec, c'est-à-dire il faut s'adapter. Ce n'est pas le jour où on fête ses 10 ans qu'on vit les 120 premiers mois. C'est au fil des mois, chacun des mois ayant une importance certaine pour parvenir au décompte final des 10 ans. En ce qui concerne le réchauffement climatique, on ignore quels autres effets peuvent apparaître ni quand ils apparaîtront. Ce qui est sûr, c'est que chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire augmente les effets négatifs pour toutes sortes de vie sur Terre, d'où la nécessité de s'adapter. Que signifie exactement l'adaptation au changement climatique ? Alors, il s'agit d'une démarche d'ajustement au climat actuel et au climat attendu. Pour s'ajuster, il faut une bonne capacité de résilience. La résilience, c'est la capacité des systèmes à faire face, à réagir et à se réorganiser face à un événement climatique d'ampleur. Voyons maintenant quelles sont les conséquences ou les effets des changements climatiques. D'abord, les conséquences sont naturelles puisqu'elles sont essentiellement liées au climat. Des tempêtes plus fréquentes et plus violentes, des crues ou débordements de cours d'eau, des feux de forêt qui ravagent la biomasse et qui détruisent les puits de carbone que sont les arbres. Enfin et surtout, des températures plus élevées et de plus en plus difficiles à supporter. En effet, l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère est corrélée avec l'augmentation des températures moyennes. De plus, les quantités de CO2, gaz carbonique déjà émises aujourd'hui, vont demeurer durant plusieurs décennies dans l'atmosphère. En d'autres termes, en arrêtant d'émettre des gaz à effet de serre comme le CO2, le méthane ou le protoxyde d'azote aujourd'hui, nous ressentirons tout de même les effets négatifs de ces gaz pendant plusieurs décennies encore. C'est comme un liquide qu'on chauffe, puis que l'on conserve dans une thermos. La chaleur y restera piégée pendant un certain temps. Pour illustrer notre propos, il a été projeté que d'ici 2080, soit avant la fin du siècle, la température moyenne de Paris augmenterait de plus 2 à plus 4 degrés. En attendant, on pense que la France connaîtra 20 jours très chauds par an dans les années 2030 et 34 jours très chauds par an dans les années 2080. Les jours très chauds sont des jours où les températures vont au-delà de 30 degrés. Dans le même temps, le nombre de pluies diminuera, mais leur volume augmentera. Au Canada, après que l'été 2019 ait été décrété le plus chaud jamais enregistré, l'été 2023 a connu des températures autour de 50 degrés, surpassant 2019 et flambant au passage de nombreuses forêts. Les conséquences naturelles que nous venons de voir, pour être les plus visibles, ne sont pas les seules. Les dommages des changements climatiques sont aussi économiques et humains. En effet, les catastrophes naturelles détruisent des biens matériels et détruisent des économies entières. Chaque inondation violente en France entraîne la destruction de nombreuses maisons et voitures. Cela oblige les assureurs à payer des factures de plus en plus salées. Pire, la montée des eaux menace l'existence même de pays entiers comme les îles Salomon dans le Pacifique. Or, qui dit disparition de territoire, dit déplacement d'habitants. Des migrations climatiques ont déjà commencé et vont se poursuivre au rythme des perturbations climatiques. Les migrations de population ne sont pas les seules conséquences humaines. Plus près de nous, certaines populations n'ont pas la possibilité de se déplacer ni de faire face aux mutations induites par la crise climatique. En effet, comment consommer moins d'énergie fossile comme le carburant lorsqu'on a besoin de sa voiture pour aller travailler ?
Comment envisager un mode de chauffage différent lorsqu'on n'a qu'une cheminée à foyer ouvert? L'adaptation au changement climatique nécessite des dépenses et investissements qui n'ont rien d'évident pour des populations qui n'avaient rien prévu dans ce sens. Donc, les conséquences sont naturelles, nous l'avons vu, humaines, mais aussi socio-économiques. Voyons maintenant en quoi elles sont socio-économiques. En 2010, la vague de chaleur au Royaume-Uni a coûté 770 millions de livres sterling. En 2017, les feux en Indonésie ont fait 300 000 décès. Les crues de 2018 en Allemagne ont tué 300 personnes et causé 30 milliards d'euros de dommages. En 2019, les feux de forêt en Australie ont causé 20 milliards de dégâts et surtout 1 milliard d'animaux morts, sans même évoquer la perte de biomasse. En 2022, la vague de chaleur fait 62 000 morts dans toute l'Europe. La liste des dégâts est une véritable liste à la Prévert. Alors voyons maintenant comment votre entreprise ou votre collectivité pourrait être impactée par le changement climatique. Pour appréhender le risque climatique, il y a 3 notions à comprendre. La première notion, c'est celle de l'aléa climatique, soit ce qui peut arriver comme événement climatique. La question à se poser est: à quel aléa ou à quel événement climatique suis-je exposé? Ensuite, deuxième notion, la notion d'exposition, soit le fait de pouvoir subir en fonction de sa position géographique cet aléa ou cet événement. Enfin, la notion de vulnérabilité traduit la résilience. Que puis-je faire face à cet aléa? Puis-je réellement m'y adapter ou me réorganiser pour en limiter les impacts? Rappelons-nous que toute organisation ou entreprise est un projet de croissance, basé sur une chaîne de valeur qui mobilise diverses ressources. Alors, analyser cette chaîne de valeur au regard des aléas climatiques, de l'exposition et de la vulnérabilité, c'est un exercice qui est devenu incontournable. Votre entreprise peut mener cette réflexion seule ou se faire accompagner par des cabinets de consultants spécialisés dans les transitions écologiques. Avec eux, vous ferez un état des lieux de l'existant avant de mesurer les écarts éventuels avec les ambitions des accords de Paris et des diverses autres réglementations. Enfin, vous construirez un plan de transition avec des jalons tous les 2 ou 3 ans. C'est ainsi, grosso modo, que se réalise la construction d'un plan de transition écologique. Visualisez un tableau. À gauche, les risques climatiques et à droite, leurs conséquences en chaîne pour la société et les entreprises. Les risques de dommages aux biens et aux équipements, d'une part, entraînent comme conséquence des pertes d'activité, et qui dit perte d'activité dit coût d'interruption de ces activités, puisque l'outil de production est mobilisé en vain. On peut citer d'autres risques directement climatiques ou induits des risques climatiques. C'est le cas des risques de volatilité du prix des matières premières ou de vos intrants qui se raréfient. C'est aussi le cas des risques liés à l'aptitude à appliquer les mesures imposées par les gouvernements pour lutter contre le changement climatique. Tout ceci a bel et bien une influence sur votre chiffre d'affaires, donc sur votre bénéfice et donc sur votre profitabilité. Enfin, il existe pour les entreprises et collectivités un risque de réputation et de responsabilité sociétale parce que la perception et les exigences du public et des parties prenantes en général changent dans un contexte de crise climatique. Chacun des risques non exhaustifs ici, liés à votre activité économique, doit être pris en compte avant de se transformer en risque financier. Alors, comment un risque climatique peut se transformer en risque financier ? La chaîne de transmission entre risque climatique et risque financier dévoile la progressivité et le lien de causalité entre les deux. Il y a des canaux de transmission microéconomiques essentiellement empruntés au risque de transition qui remontent des individus. Il peut s'agir du consommateur final de vos produits, du salarié ou encore des actionnaires. Les risques climatiques peuvent aussi se transformer en risques financiers en empruntant des canaux qu'on peut qualifier de macroéconomiques. Il s'agit par exemple de la valeur des capitaux. Si l'on investit dans une filière non durable au sens de la crise climatique et de la perte de biodiversité, autrement dit, si l'on investit en partant du principe que le climat va rester stable, le risque de se retrouver avec des actifs échoués est réel. À titre d'exemple, on se doute que construire en 2024 une nouvelle usine de production de véhicules thermiques est une erreur d'aiguillage de capitaux, alors que leur commercialisation sera interdite en 2035 pour les véhicules neufs. En résumé,
Le franchissement de 6 des 9 limites planétaires, parmi lesquelles le changement climatique, a entraîné des effets néfastes. Ces effets ont eux-mêmes conduit à des conséquences polymorphes. Des conséquences naturelles, comme les inondations, qui se transforment ensuite en conséquences socio-économiques, comme la destruction puis le remplacement de biens matériels. Par ailleurs, les effets du changement climatique entraînent des conséquences humaines, par exemple à travers le déplacement massif des populations lorsqu'elles perdent leur habitat. Enfin, cette kyrielle de conséquences en chaîne impacte fortement la profitabilité des entreprises et la pérennité de nos collectivités publiques. Les canaux de transmission des risques climatiques aux risques économiques sont soit microéconomiques, lorsque la hausse de la conscience écologique influence le comportement du consommateur final, ou encore des canaux de transmission macroéconomique, lorsque c'est le flux des capitaux qui est orienté vers des investissements qui n'anticiperaient pas les effets des changements climatiques. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.